Dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. Calbarelli. Celui-ci travaille sur la mort suspecte de Frank Olson. Lors de son enquête, Hank Calbarelli tombe sur ce document surprenant. Il provient de la Maison Blanche et relie étrangement le nom de Frank Olson à Pont-Saint-Esprit. Pourquoi donc, en pleine guerre de Corée? Mais surtout, il y a ce document accablant de la CIA. Il date de 1953 et a été sans doute déclassifié par erreur. Un dirigeant des laboratoires Sandoz affirme à un agent secret que l'opération de Pont-Saint-Esprit était bien due au LSD. Les laboratoires Sandoz, c'est là où travaille Albert Hoffman, l'homme qui a découvert le LSD. Celui-là même qui avait rendu la drogue responsable de la tragédie de Pont-Saint-Esprit, avant de se rétracter. Ce même document précise qu'en 1952, l'interlocuteur de la CIA avait déjà expliqué que le drame du pain maudit avait été provoqué par du LSD. Dans sa participation à l'empoisonnement du village, les incertitudes sur l'implication des autorités françaises risquent donc de persister encore quelques années. Il faut 75 ans avant que les documents les plus sensibles soient rendus publics. Enfouis dans les ruelles et les vieilles pierres, la presse entière. 16 août 1951. La ville de Pont-Saint-Esprit est prise de panique. Tout le monde était affolé, hein. Les gens se questionnaient les uns aux autres et on n'était pas malade. Il sautait dans son lit, il disait la maison voyez, la maison va s'écrouler, je sens bien que les murs bougent. Des centaines d'habitants poussent des cris, vomissent. Les malades sont envoyés à l'asile. L'ancien facteur du village s'en souvient encore. Il a été interné pendant plusieurs semaines. Ils m'ont mis la canne de force, ils m'ont... que j'ai gardé pendant une bonne vingtaine de jours. Et je voyais du rouge, du dégoût là. Des serpents, des rades, tous les animaux de la nature un peu. Rapidement, le pain de cette boulangerie est mis en cause. Une seule et unique fournée qu'on estime alors contaminée à l'ergot de seigle, un champignon hallucinogène. Le boulanger, pointé du doigt, doit baisser son rideau. Pourtant, les habitants de Pont-Saint-Esprit estiment qu'il est innocent. Ils n'ont jamais pensé que c'était le boulanger qui avait fait l'empoisonnement. Ils se sont rendus compte tout de suite qu'il y avait un problème du pain. Ils ont pensé à la farine. Mais la farine, vous savez, j'ai bien dit tout à l'heure, je vous dis que la farine n'était pas de bonne qualité, mais pas spécialement à la boulangerie ici. Tout le Gard en avait une très mauvaise farine. Est-ce l'ergot de seigle qui est responsable de ces morts? 5 personnes décédées après avoir mangé du pain maudit ou un pesticide utilisé à l'époque. Les scientifiques n'ont jamais tranché. Aujourd'hui, un journaliste américain avance dans un livre une autre hypothèse, celle d'une implication de la CIA. Selon 2 anciens des services secrets, Pont-Saint-Esprit aurait été l'objet d'une expérience. Pour étudier l'effet d'une drogue sur la population, le LSD, les Américains en auraient pulvérisé sur la ville et les champs de blé. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison Blanche. Mais la thèse de la contamination au LSD américain a pour l'instant du mal à convaincre. 59 ans après, l'affaire du pain maudit reste toujours un mystère. Certains habitants l'appellent désormais le Da Vinci de Pont-Saint-Esprit. La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique des faits divers de ces dernières années. L'affaire du pain qui rend fou. La paisible petite ville de Pont-Saint-Esprit a été la proie de ce mal inexplicable qui a frappé plus de 200 personnes. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. La vente du pain a été aussitôt interdite. 16 août 1951. Un vent de folie souffle sur le village de Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Des dizaines d'habitants sont pris de crises de démence. La presse décrit des hommes terrorisés par des serpents qui leur fourmillent dans l'estomac. Un médecin évoquera la soirée du 25 août où des dizaines d'habitants sont pris de convulsions, comme la nuit de l'apocalypse. Les témoignages des victimes sont terrifiants. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Et ma jeune fille avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond,
de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Et vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Oh, rien du tout, monsieur. À Pont-Saint-Esprit, on appelle ça le drame du pain maudit, car les malades ont tous mangé le pain de la boulangerie Briand. C'est la première fois en France qu'un village entier devient fou. La presse fait ses gros titres et s'interroge sur les raisons de cette hallucination collective. À Pont-Saint-Esprit, c'est la panique. On se rue désormais sur les biscottes. Rapidement, les corbillards se succèdent dans la bourgade. On comptera 7 morts, 300 personnes intoxiquées et une cinquantaine internées en psychiatrie. « 300 personnes intoxiquées. Ah oui, oh là là là. Ça me rappelle un triste souvenir, triste. Il y a des gens qui étaient un peu... Oui, ils étaient plus dans leur assiette, ils ne savaient plus trop où ils habitaient. Des gens qui sautaient de leurs fenêtres, là, bref. Oui. Je vois bien que c'était le pauvre Puche qui avait dit ça. Bien sûr, il en est mort. Il s'était mis sur le bord de la fenêtre. Il dit, regardez les gars, je suis une libellule. Oui, je crois qu'il a dit libellule, il n'a pas dit hirondelle. Je suis une libellule, je vole. Ils étaient vraiment fous. Ils voyaient que du feu. Ils voyaient que du feu, que du feu. Il y en a qui se battaient, qui s'envoyaient des gifles. Voilà, ça, je me souviens que c'était vrai. Ils se débattaient tant qu'ils pouvaient. Ils criaient. Oh non, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors qu'on enterre les premiers défunts, les enquêteurs pensent aussitôt à un retour du mal des Ardents, une maladie qui a causé des dizaines de milliers de morts au Moyen-Âge. Elle est due à l'ergot de seigle, un champignon parasite qui s'attaque aux céréales. On accuse le boulanger d'empoisonnement, puis le meunier. Arrêtés et incarcérés, ils sont relâchés au bout de quelques mois. Ils disent que les enquêteurs leur ont extorqué des aveux sous la contrainte et surtout, les expertises les innocentent. On pense alors à une intoxication due à l'eau, au mercure, aux engrais ou à une usine à gaz toute proche. Mais les expertises démontent une à une les hypothèses. Dès lors, à Pont-Saint-Esprit, bruissent les théories les plus folles. C'était la guerre froide à l'époque. Les coups bas, il devait y en avoir. Entre l'Amérique et la Russie, je pense que l'URSS. Non, la sorcellerie, moi je pense pas. Non. Le coup du sac de farine posé sur un sac d'engrais. Ça aurait très bien pu être arrivé, ça. Il y avait un commis là. Et c'était quelqu'un qui n'était pas trop... Il avait fait tampon et de partout un peu de... Moi, qui le connaissais bien, j'ai toujours pensé que ça pouvait être que de lui. Le produit a été mis chez le boulanger. Je dis non, c'est pas le boulanger qui l'a mis. Chez le boulanger, il faut que quelqu'un l'ait mis. Ah, il faudrait savoir qui. Donc c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est pas clair. Pas du tout. Rien n'est clair. Et pendant des décennies, les raisons du drame resteront inexpliquées. Mais contre toute attente, 60 ans plus tard, une nouvelle théorie voit le jour. Elle ne vient pas de France, mais des États-Unis. Un chercheur américain, Hank Calbarelli, spécialiste des services secrets, enquête sur la mort suspecte d'un biochimiste de la CIA, Frank Olson. Spécialiste des armes chimiques, cet homme multiplie les expériences sur les drogues dures, comme le LSD. Il s'est d'ailleurs rendu en France quelques mois avant le drame de Pont-Saint-Esprit. Par la suite, il ne cessera de sombrer dans la dépression, répétant à sa femme qu'il avait commis une terrible erreur. Hank Calbarelli fait alors le lien avec le drame de Pont-Saint-Esprit. Et s'il s'agissait de la pulvérisation de LSD sur le pain par la CIA et l'armée américaine? Je n'ai aucun doute sur le fait que Pont-Saint-Esprit était une opération secrète de l'armée américaine. Au début, j'avais des doutes, et je pense que ces doutes étaient dus au fait qu'au fond de moi-même, j'espérais secrètement que ce ne soit pas une expérimentation. C'était dur d'imaginer que mon propre gouvernement puisse en arriver là. Mais dans le même temps, j'enquêtais sur plusieurs pistes dans le cadre de mon livre, et je me rendais compte, peu à peu, de ce que le gouvernement et l'armée américaine étaient capables de faire. Ma naïveté commençait à s'estomper sérieusement. Est-il possible que les Américains aient drogué un village entier dans un pays allié, provoquant sans doute involontairement la mort de 7 habitants? Improbable, et pourtant. Pour comprendre ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit, il faut revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans les camps, on découvre l'ampleur des monstruosités commises par les nazis.
Il y a notamment des expérimentations insoutenables, pratiquées sur des milliers de prisonniers par des chimistes ou des médecins. Des hommes lacérés, empoisonnés, écorchés vifs, irradiés. Les Alliés traquent les criminels de guerre du régime hitlérien. En 1946, à Nuremberg, débute le procès des médecins. Ils jugent 22 hommes et une femme qui ont commis des expérimentations sur des êtres humains, transformés en rats de laboratoire. Ce procès se veut exemplaire. 7 accusés sont condamnés à mort, 11 à des peines de prison et 5 acquittés. Les Américains rédigent pour l'occasion le Code de Nuremberg, un modèle du genre qui impose des règles strictes aux expérimentations sur les humains. Il dit notamment: le consentement volontaire du sujet est absolument essentiel. L'expérience doit être conduite de façon telle que soit évitée toute souffrance et toute atteinte physique et mentale non nécessaire. Alors que l'encre des procès de Nuremberg sèche encore, le cynisme des vainqueurs est sans limite. Les services secrets américains montent l'opération Paperclip. Près de 1500 scientifiques allemands, et parmi eux des criminels de guerre, sont exfiltrés vers l'Amérique. On leur offre une nouvelle vie en échange de leur savoir et leur collaboration. C'était un jeu de dupes, de propagande, dans lequel les Américains se sont lancés. C'était presque un procès pour la forme. On traînait les nazis en justice, mais en même temps, derrière le rideau, on faisait nous-mêmes des choses atroces. On prenait des gens dans les prisons, des miséreux, des gens qu'on appelait alors des demeurés ou qu'on enfermait dans les hôpitaux, par exemple. Et si vous vous trouviez dans l'une de ces fameuses institutions, que vous étiez pauvre ou une femme seule ou que vous aviez une forme de déficience mentale, il y avait pas mal de chances pour que vous soyez embrigadé dans une forme ou une autre de protocole médical, que ce soit pour le compte du gouvernement ou pas, et où on faisait ce qu'on voulait de vous. Épaulés par les scientifiques allemands, les Américains se lancent dans une folle poursuite, celle de l'arme absolue. Et au nom de la guerre froide, tout est permis. D'un côté, il y a l'armée. Pour elle, la priorité est de gagner la course à l'arme nucléaire. Alors, pour tester les effets des irradiations à grande échelle, elle utilise ses propres soldats, car ils sont dociles et disciplinés. De 1946 jusqu'à 1962, entre 250 000 et 500 000 d'entre eux seront irradiés sur l'atoll de Bikini ou dans le désert du Nevada. On expose des militaires sans aucune protection, étrangers aux risques qu'ils encourent. Et c'est à coups de balai que l'on nettoie les particules irradiées. Ces images servent de propagande à une armée qui veut afficher sa toute-puissance technologique. How about radiation? Do you think there's much danger from radiation? Well, radiation is the least of the worries that the men are thinking about. I think most people thought that radiation was the greatest danger, didn't they? Where did they learn different? We were, prior to our instructions here, we received a very thorough briefing before we even came in this close to contact with it. De l'autre côté, il y a la CIA. Celle-ci est surtout intéressée par la manipulation mentale. Son objectif, créer un sérum de vérité infaillible, effacer la mémoire, robotiser des humains et les programmer pour tuer. Cela tombe bien, car en 1948, un chercheur des laboratoires Sandoz, Albert Hofmann, découvre une molécule qui met en ébullition les services secrets, le diéthylamide de l'acide lysergique, ou LSD. C'est un dérivé de l'ergot de seigle, ce même parasite qu'on a longtemps tenu pour responsable du drame de Pont-Saint-Esprit. On pense alors que les effets hallucinatoires de cette drogue sont la clé de la manipulation mentale. Craignant que les soviétiques ne mettent la main sur les échantillons de Sandoz, les Américains achètent tout le stock. La découverte du LSD est aussi une aubaine pour l'armée, car en marge du nucléaire, elle cherche une arme qui permette de soumettre un ennemi sans tirer un coup de feu. L'homme qui sera longtemps à la tête de ce programme, c'est James Ketchum, ici en uniforme. C'est un psychiatre qui travaille désormais pour les militaires. En bon patriote, il est prêt à aller très loin dans ses recherches. Il teste donc une trentaine de drogues, mais surtout le LSD et le redoutable benzylate. 7000 soldats vont passer entre ses mains. Des centaines d'entre eux ont attaqué l'armée en justice, en raison des effets secondaires qu'ils ressentent encore et qu'ils attribuent à ces drogues. Quoique mis en examen, James Ketchum voit les choses autrement. Je pense que c'était des vrais patriotes, et on ne les a pas assez remerciés pour ça. On les a traités de rats de laboratoire innocents, mais ce n'était pas du tout ça. Ils savaient ce qu'on allait faire, et on les prévenait autant qu'on pouvait. Il ne fallait pas qu'on dévoile le nom des drogues, car certaines étaient faites de façon artificielle. Et si on donnait le nom, ça aurait permis de donner leurs composants. On avait peur que les soviétiques les découvrent, car ils nous espionnaient. On pensait qu'ils étaient en avance sur nous, mais en fait, ce n'était pas le cas. Alors ils nous pistaient pour voir ce qu'ils pouvaient apprendre de ce qu'on faisait. Ils ont d'ailleurs développé les mêmes drogues par la suite.
James Ketchum n'aime pas ce type de vidéo, car il estime qu'elle prête à confusion. Il veut convaincre que les produits étaient plus festifs que dangereux, et préfère des images comme celle de ce soldat sous LSD. Il met aussi en avant la vidéo de ces volontaires à qui on a administré des doses minimes de LSD. Quelques minutes plus tard, ils sont incapables de répondre à des ordres simples. Incapables aussi de réaliser des exercices basiques. En parallèle de l'armée, la CIA développe aussi ses propres programmes. Nom de code, Bluebird, Artichoke, puis plus tard MK Ultra. Mais pour lancer des expériences à grande échelle, il faut des fonds. En 1950, la guerre de Corée sert de prétexte idéal. Des soldats américains sont faits prisonniers. Pendant leur détention, certains pilotes avouent avoir bombardé la Corée avec des armes chimiques, ce qui est interdit. Les Américains crient à la manipulation. La CIA profite de l'aubaine pour obtenir des budgets lui permettant de travailler sur le lavage de cerveau. Pendant la guerre en Corée, les pilotes américains qui étaient capturés ont apparemment commencé à faire de faux aveux sur la guerre chimique. La première question, c'est était-ce vraiment de faux aveux? Quand on les a ramenés aux États-Unis, les psychiatres militaires les ont débriefés et ont déclaré que ces Américains avaient été victimes de manipulation mentale et que pour des raisons défensives uniquement, il fallait nous y mettre aussi. C'est ainsi qu'on a pu déclencher le projet MK Ultra et avant ça, il y avait Bluebird et Artichoke. Les raisons étaient soi-disant pour se défendre face aux communistes. Le seul souci, c'est que la guerre de Corée a commencé en juin 1950, mais l'opération Bluebird a été signée par le chef de la CIA en avril 1950. La course est lancée et il n'y a plus de limite. On inocule des drogues dévastatrices aux animaux, mais ce sont surtout les humains qui intéressent les scientifiques. Dans le camp d'Edgewood, où James Ketchum a travaillé, les soldats sont de plus en plus sollicités. Ceux-ci pensent tester des masques à gaz. En réalité, les recharges sont remplies d'un produit toxique. Ils testaient toute une gamme de drogues hallucinogènes, comme le LSD, la marijuana ou des produits comme ça. Mais ils en ont profité pour faire des recherches sur d'autres drogues à haute dose, comme l'atropine, la scopolamine ou le benzylate, des drogues très puissantes. Au bout d'un moment, beaucoup de ces soldats n'étaient plus bons à rien, et les médecins ne pouvaient plus poursuivre leurs tests, car il s'agissait d'un laboratoire aux capacités limitées. En d'autres termes, ils devaient trouver de nouveaux terrains d'expérimentation. C'est dans ce contexte de guerre froide et de coups bas barbouzards que le 16 août 1951 survient la tragédie de Pont-Saint-Esprit. La France est en disette économique et les Américains se méfient de cet allié ingérable. Le village est alors aux mains des socialistes. Aux yeux de l'Amérique, ce sont les rouges. Ils sont l'avant-garde du péril soviétique. Mais Roger Castillon, le maire, ne croit pas au complot venu de l'étranger. Ce que j'ai du mal à imaginer, c'est pourquoi Pont-Saint-Esprit serait devenu le terreau expérimental de la CIA. Voilà, quoi. Quelqu'un qui fait quelque chose, il le fait pour une raison, quoi. Donc c'est ça que je ne perçois pas bien. Donc je vois pas bien pourquoi la CIA serait derrière cet événement-là. Mais les experts américains comme Colin Ross sont beaucoup plus terre à terre. Il est évident que cette substance ne tombait pas du ciel. Ce n'était pas dû à une catastrophe naturelle. C'était quelque chose d'organisé, placé volontairement, de contrôlé. Donc, que ce soit du LSD ou quelque chose d'autre, ça ne change rien sur le fond. Ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit n'est pas un phénomène qui s'est déroulé une seule fois dans un petit village français. C'est dans la lignée d'autres expérimentations qui ont eu lieu sur des citoyens des États-Unis, et pour lesquels il existe des documents incontestables. Pour arriver à leur fin, les Américains auraient-ils été prêts à prendre une ville entière pour laboratoire ? Après tout, il s'agit de civils et non de soldats disciplinés. En septembre 1950, près d'un an avant Pont-Saint-Esprit, c'est pourtant ce qu'ils ont fait, et sur leur propre territoire. Au large de San Francisco, la marine américaine réalise des manœuvres militaires. Un navire s'approche de la rive et bombarde la ville d'une bactérie qui provoque des infections nosocomiales, la Serratia marcescens. Les militaires testent les effets d'une pulvérisation par la voie des airs. Cette carte, classée secret défense, montre l'ampleur de la zone ciblée. Au moins 11 personnes sont hospitalisées. L'une meurt de pneumonie. Il s'agit de faits incontestables. Les documents officiels sur cette expérience ont été déclassifiés. Mais à Pont-Saint-Esprit, la population reste sceptique. On leur a servi tellement de théories différentes qu'un complot fomenté par les Américains semble irréel. Alors là, hein. Là, je crois personne, là. Hein. Non. Alors, il ne serait pas venu avec un dé à coudre à Pont-Saint-Esprit à mettre un poison ici.
Ils en auraient foutu de la France entière, les Américains, alors. Hein? À t'en faire. Mon humble avis, c'est une blague encore inadmissible. Parce qu'on fait quelque chose bien, ou on ne le fait pas. Hein? Les habitants du village se demandent aussi pourquoi une drogue réputée festive et adulée par les hippies aurait eu des effets aussi terrifiants chez eux. James Ketchum, le psychiatre militaire devenu grand spécialiste du LSD, reconnaît un peu à contre-cœur que cette drogue est effrayante pour ceux qui en prennent à leur insu. Certaines personnes pouvaient avoir un mauvais trip si on leur donnait du LSD à leur insu. C'est très anxiogène ce genre de drogue. Ceux qui n'avaient jamais essayé, ou ceux qui étaient un peu fragiles, avec une bonne dose de LSD, ils pouvaient avoir un mauvais trip. Comment vous vous sentiriez si on vous donnait une tasse de café et que vous voyiez soudain les choses se déformer, le plafond se remplir de couleurs, ou si vous sortiez subitement de votre corps et de vous voir de là-haut? Ce sont des choses qui arrivent avec le LSD. Mais ces effets peuvent-ils aussi se prolonger dans le temps? À Pont-Saint-Esprit, les anciens se souviennent de la nuit de l'Apocalypse, où des dizaines de forcenés ont dû être internés en raison de visions terrifiantes. Cette fameuse nuit a eu lieu près de 2 semaines après l'ingestion du pain maudit. Mais là aussi, James Ketchum admet que c'est possible. Certaines personnes avaient des effets bien plus tard. Ils se retrouvaient dans le même état qu'au moment où ils avaient pris le LSD et ressentaient un flux de sensations similaires et des poussées d'anxiété. En 1951, les enquêteurs français pensent d'ailleurs au LSD et font appel à Albert Hofmann, l'inventeur de la drogue. Sur place, celui-ci déclare aux enquêteurs qu'il ne doute pas que les hallucinations sont dues au LSD. Mais de retour en Suisse, Hofmann bredouille qu'il s'est trompé. Les Français veulent alors des explications, mais des documents des autorités sanitaires datant de 1951 montrent que l'expert devient subitement injoignable. Nous ne pouvons que regretter que l'éminent professeur n'ait pas eu l'occasion de rentrer en relation avec nous. Je pense que si les scientifiques de Sandoz affirment soudain que ce n'est plus du LSD, c'est juste pour dissimuler qu'on peut être sûr à 100% que ce LSD provenait de chez eux. Sandoz était alors les seuls à en avoir. C'est de l'intox tout ça. Après des mois d'enquête, les Français sont tellement désorientés par l'accumulation de pistes qui ne mènent nulle part que l'affaire de Pont-Saint-Esprit se noie peu à peu dans son propre mystère. Pendant ce temps, aux États-Unis, les expérimentations continuent. Et elles vont prendre une ampleur jamais atteinte, dans aucun pays, y compris le bloc soviétique. Des populations entières font les frais de tests à grande échelle. En voici quelques exemples. Ici aussi, il s'agit de cas indiscutables, reconnus par l'Amérique. En 1953, on injecte de l'iode radioactive à des nouveau-nés et des mères enceintes à l'université de l'Iowa ou encore celle du Nebraska. En 1955, la CIA pulvérise la bactérie de la coqueluche au large de Tampa. 12 morts, des dizaines de malades. En 1955 toujours, la CIA enrôle des prostituées à San Francisco, ouvre 2 maisons de passe et teste des drogues sur les clients. Les ébats sont filmés à travers un miroir sans teint. En 1956, l'armée lâche des millions de moustiques infestés de la fièvre jaune et de la dengue sur les villes de Savannah et Avon. Plusieurs morts et des centaines de personnes infectées. En 1960, à Cincinnati, l'armée finance un programme d'irradiation sur 90 indigents ou malades au sein de l'hôpital universitaire de la ville. Certains décèdent au bout de quelques semaines. En 1966, l'armée teste un virus dans le métro de New York, puis celui de Chicago. Les bactéries sont dissimulées dans des ampoules électriques. On veut étudier la propagation d'agents chimiques en grandeur nature. Pour ces expériences, l'armée ou la CIA finance des laboratoires dans les universités les plus prestigieuses, Yale, Stanford, Harvard ou Columbia. Elles y sont toutes. Glorifiées par l'idée de travailler pour la défense de la nation, les chercheurs deviennent fous. Le docteur Kleitman, à Philadelphie, a augmenté 468 fois les doses, à tel point que cela a effrayé les biochimistes qui ne comprenaient pas qu'un docteur aussi respectable puisse faire ça. À Washington, Walter Freeman, un spécialiste de la lobotomie très réputé, voyageait à travers le pays et faisait des lobotomies jusque dans sa camionnette. Il utilisait un pic à glace et en faisait jusqu'à 15 à 20 par jour. C'était juste incroyable ce que les médecins ont fait et pratiquement personne dans le monde médical ne les a dénoncés. C'était vraiment une position criminelle et cela montre à quel point le monde médical était plus intéressé à se protéger plutôt qu'à se soucier de leurs cobayes ou de leurs patients. Ces médecins sont allés bien trop loin et ont fait des choses qui sont tout simplement inconcevables de nos jours. Pour crier son indignation, Allen Hornblom a écrit une demi-douzaine de livres.
C'est un ancien gardien de la prison de Holmesburg, en Pennsylvanie. Dès le premier jour de son intégration, il y a plus de 40 ans, il a un choc terrible. J'étais sidéré de voir des dizaines de détenus torse nu, le corps couvert de bandages et de pansements, et je n'arrivais pas à croire que j'allais travailler dans un milieu d'une telle violence. Tous les prisonniers semblaient s'être battus au couteau lors d'une émeute. On lui explique que ce n'est pas en raison de la violence, mais des expérimentations qui y sont menées. Allen sera le premier à dénoncer ce scandale et en perdra son travail. C'était sans doute la plus grande usine à cobayes humains des États-Unis et probablement du monde. De 1951 à 1974, plus de gens ont été enrôlés dans le cadre d'expérimentations de plus en plus nombreuses que dans n'importe quel endroit du monde. Drogue, virus, cellules cancéreuses, plutonium, gaz sarin. Les produits les plus toxiques sont testés à Holmesburg, mais aussi dans des dizaines de prisons à travers le pays. Pour dénoncer ces expérimentations, Allen Hornblum va retrouver d'anciens détenus, comme Youssef. En 1961, cet homme est incarcéré pour vente de marijuana. Il est pauvre, peu éduqué. On lui propose de participer à des tests pour $1 par jour. Depuis, Youssef a dû être opéré du tube digestif. Il a le foie malade, la peau ravagée et ne peut plus travailler. Son premier test, ce sera sur un bain moussant pour le compte de l'entreprise Johnson & Johnson. Ils ont pris de l'adhésif et l'ont appliqué plusieurs fois sur mon dos, jusqu'à ce que les premières couches de peau disparaissent. Ils l'ont fait ainsi sur mon dos à 6 endroits différents. Puis ils ont pris une bouteille de bain moussant de la marque Johnson & Johnson, ils l'ont versé sur un patch qu'ils ont placé sur la zone sensible. Enfin, ils ont utilisé un spray, mais j'ai vu qu'il provenait de l'armée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que Johnson & Johnson a à voir avec ça ? Et ils ont pris le spray et m'ont aspergé le dos. Au contact, c'était froid, mais c'était tellement toxique que ça dégageait des vapeurs que je pouvais ressentir jusque dans ma bouche. Sur le chemin du retour, je titubais de plus en plus. Quand je suis arrivé dans ma cellule, boum, je me suis évanoui. Mon dos était en feu et quand je me suis réveillé le lendemain, j'avais d'énormes ampoules pleines de pus sur le dos. Ça me grattait de façon insoutenable. C'était un peu comme un soleil qui brûle tout. Je geignais, je pleurais, je geignais, je pleurais. Mon compagnon de cellule n'en dormait plus. Il y aura un second test qui lui vaudra une opération des intestins. Puis un troisième où il doit réaliser de simples additions, mais en buvant un produit incolore. Nous voici donc avec notre petit verre qui ressemblait à de l'eau, et on devait le boire. Toute la pièce s'est mise à bouger, j'avais comme un haut-parleur dans la tête. Les murs étaient devenus comme de l'eau, vous voyez le genre ? Et je suis resté un long moment prostré, plutôt que de continuer le test. Je suis entré dans ma cellule dans cet état, et je vous jure, j'étais en loque. C'était une drogue à effet retard qu'ils avaient mis dans ce verre. Et les effets ont duré pendant des semaines. Les détenus m'ont surnommé l'incontrôlable. Je ne parlais plus à personne, j'avais peur de tout le monde, et tout le monde semblait avoir peur de moi. C'était en fait des centaines de minorités sous-éduquées, surtout des Noirs, ou des portoricains d'ailleurs. Et au milieu de tout ça, vous aviez des docteurs blancs en blouse blanche avec leur titre de professeur devant leur nom. C'était la porte ouverte à tous les abus, pour ne pas dire à un désastre. Et ces murs de prison étaient le lieu idéal pour les expérimentations les plus folles, parce qu'ils gardaient non seulement les détenus à l'intérieur, mais ils gardaient aussi le public à l'extérieur pour que personne ne sache rien. On utilise des détenus, mais aussi des malades. Dans certains hôpitaux, on oriente des patients dans des services financés par la CIA. Celle-ci fait des expériences sur la manipulation mentale. Elles sont sans limite. En 1965, Karen Wetmore a seulement 13 ans lorsqu'elle est admise à l'hôpital du Vermont. Elle y fera plusieurs séjours jusqu'à sa majorité. Elle souffre de dépression sévère après avoir subi des actes de pédophilie de la part d'un voisin. Internée contre son gré, on la coupe de tout contact avec sa famille, en expliquant que c'est pour son bien. La CIA était surtout en quête d'enfants âgés entre 13 et 18 ans. Ils voulaient leur modifier la personnalité. On se sentait dans un état d'abandon total. Vous êtes là, attaché, enfermé dans cette pièce, et qu'importe si vous criez, qu'importe ce que vous dites, personne ne viendra à votre secours. C'est vraiment quelque chose qui vous traumatise à vie. Les médecins s'acharnent sur Karen. Ils veulent lui effacer la mémoire et en faire un robot à leur merci. Il faudra 30 ans de lutte devant les tribunaux pour que Karen obtienne son dossier médical. Elle y découvre la violence des traitements qu'elle a subis. Là, c'est écrit « attaché en totalité ». Ça veut dire la camisole de force. Et attaché, donc ils ont attaché mes bras et mes pieds.
C'était sans interruption, jour après jour, semaine après semaine, février, mars, avril, et tout ça jusqu'au 21 juin 1971. Vous dormez sur le sol, sans couverture ni quoi que ce soit, et mes bras étaient attachés comme ça dans mon dos. Ça, je m'en souviens bien, c'est très douloureux. Ça vous tire sur la nuque, ça vous tire sur les épaules, et pas moyen de s'échapper. Ça rend fou, totalement fou. Et j'étais toute nue. Je pense que ça faisait partie des efforts qu'ils faisaient pour me détruire. Tout ce qu'ils ont fait visait à me détruire. Des mois dans une pièce confinée, sans aucun repère. Période pendant laquelle ses bourreaux vont lui administrer toutes sortes de drogues, et même des électrochocs à des doses inhumaines. Nombre d'électrochocs et le nombre de secondes pendant lesquelles ils les ont maintenus. Nombre de chocs, 30, 30, 35, 35, 35, et ils l'ont fait à chaque fois pendant 40 secondes. Normalement, les électrochocs, c'est pas plus d'une seconde, et sûrement pas au nombre de 30 ou 35. Un seul, oui, mais jamais autant. Ils cherchaient certainement à effacer ma mémoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils écrivent aussi pendant cette session, pas d'arrêt cardiaque, nouvel électrochoc. Donc je pense qu'ils m'en ont remis une dose parce qu'ils n'ont pas réussi à provoquer l'arrêt cardiaque. Ils l'ont donc recommencé peut-être plus d'une fois. C'est impardonnable. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule à qui ils ont fait ça. J'en suis certaine. J'ai survécu pour pouvoir témoigner de tout ça. Combien sont-ils à avoir subi de telles expérimentations? À Montréal, au Canada, la CIA va se servir d'un psychiatre de renommée mondiale pour monter une véritable usine à cobayes au sein de l'Allan Memorial, le département psychiatrique de l'université McGill. Ce psychiatre s'appelle Ewan Cameron. Il sera l'un des tout-puissants présidents de l'Association mondiale de psychiatrie. En 1945, Ewan Cameron fait l'expertise psychiatrique de Rudolf Hess, l'un des nazis accusés au procès de Nuremberg. En 1957, la CIA le recrute pour son programme MK-Ultra. Les Américains veulent parfaire leur technique d'interrogatoire et programmer un humain à tuer. Ewan Cameron devient une sorte de chien fou de la psychiatrie. Il plonge ses patients dans des états végétatifs pendant plusieurs semaines, en diffusant jour et nuit des ordres sonores préenregistrés. Certains en deviendront incontinents, amnésiques, oubliant même qui étaient leurs parents ou l'usage de la parole. L'hôpital du Vermont où Karen Wetmore a été internée travaillait sur le même programme. Entre les mains des médecins de la CIA, elle a été une poupée de chiffon. Ils ont utilisé des drogues comme le LSD, les électrochocs, et aussi des électrochocs chimiques comme le métrazole qu'on m'a administré en 1971. Je l'ai découvert plus tard dans mon dossier médical. C'est une drogue extrêmement puissante, très violente. La CIA elle-même disait que c'était une drogue insoutenable, physiquement et psychologiquement insoutenable. J'ai d'ailleurs retrouvé un document de la CIA qui dit qu'elle était utilisée par les soviétiques sur les prisonniers de guerre et que ceux-ci étaient prêts à dire ou à faire n'importe quoi pour éviter une seconde dose. Quelle drogue formidable, non ? Ils m'ont donné 1800 mg, ce qui est apparemment une dose énorme. Et cette nuit-là, je me suis plainte d'entendre des voix d'hommes dans ma tête qui me tourmentaient et m'obsédaient. Et j'ai tenté de m'immoler par le feu. L'imagination des savants est sans limite. Sur ces images, un taureau charge la cape qui s'agite devant lui. Quelques instants plus tard, on lui implante un émetteur dans le cerveau, puis on le lance à nouveau dans l'arène. À chaque charge, il reçoit une impulsion qui coupe son élan. Des documents aujourd'hui déclassifiés montrent que des émetteurs plus sophistiqués ont été testés sur des cobayes humains. Il y a toujours des débats sans fin entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que disent les documents. Eh bien, ces documents décrivent clairement l'implantation d'électrodes dans le cerveau des gens, activer ces électrodes à partir d'un transmetteur et changer le comportement des gens. De violents à taper les murs, ils deviennent des moutons. Derrière l'oreille de Karen, il y a justement une cicatrice dont elle ne connaît pas l'origine. Quand ma thérapeute a compris que la CIA s'était servie de moi comme cobaye, elle m'a dit « Laisse-moi regarder, juste pour voir ». C'est parce qu'on avait entendu parler de ces implants. On avait lu des choses sur ça, il y avait des documents. Et je lui dis « Pourquoi pas ?» Et c'était bien là où je vous ai montré. Je suis allée chez un chirurgien spécialisé qui m'a dit que c'était une cicatrice faite lors d'une chirurgie. Il n'y a pourtant rien dans mon dossier médical qui parle de problème ou de quoi que ce soit dans mon oreille droite. On ne parle ni d'incision ni d'opération effectuée à cet endroit. Et pourtant c'est bien là. Pour ce qu'elle a subi, Karen a été indemnisée par le gouvernement américain. Mais tout comme les rares victimes qui ont osé élever la voix, pendant longtemps, elle a été prise pour folle. Comment la machine à broyer s'est-elle enrayée?
En 1973, alors que le Watergate secoue toutes les institutions, Richard Helms, le directeur de la CIA, sent le vent tourner. Il travaille en loup solitaire et n'a pas informé la présidence de ses expérimentations. Il sait qu'il a dépassé les limites. Pour se protéger, il ordonne la destruction de tous les documents relatifs au projet MKUltra et l'arrêt du programme. 2 ans plus tard, en 1975, le président Gerald Ford commande une enquête sur la CIA. La commission Rockefeller prête serment. Sa tâche n'est pas simple, car au sein de la CIA, même les proches lieutenants de Richard Helms ne savent rien sur les programmes de lavage de cerveau. Il y a beaucoup de choses débiles dans les institutions qui cultivent le secret. Il y a plein de choses qui s'y passent sans que vous ne sachiez quoi que ce soit, sans que les gens qui travaillent avec le directeur ne sachent quoi que ce soit et que le directeur lui-même ignore. On garde tout sous le couvercle. Si ça marche, on en parle, mais en attendant, mieux vaut ne rien dire, pour ne pas avoir de problème. Je me souviens qu'une fois, il voulait mettre un microphone dans le derrière d'un chaton et placer une antenne derrière son oreille. Et il devait le relâcher, par exemple, dans le cas d'espions qui discutent dans un jardin, et qu'il se rapproche d'eux pour écouter ce qu'ils disaient. Ils ont d'ailleurs essayé une fois de le faire. Un taxi est arrivé et il a écrasé le chat. La réalité n'a rien de risible. Dans sa hâte à faire disparaître les preuves, la CIA oublie 20 000 documents. C'est une goutte d'eau au regard de tout ce qui a été détruit, mais il révèle qu'elle a financé 149 programmes impliquant 80 institutions, souvent les plus vénérables. Appelés à se justifier, les responsables de la CIA, comme le docteur Lashbrook, mentent et minorent les faits. On avait entendu dire, ou on estimait que de grandes choses pouvaient être réalisées grâce à l'hypnose. Dans l'un de nos projets, on avait un hypnotiste qui faisait des expériences pour tenter de voir quelles étaient les limites de l'hypnose. Était-il possible sous hypnose de faire réaliser des choses à quelqu'un qui ne voudrait pas les faire ? Le patron de la CIA, Richard Helms, a beau minimiser l'ampleur des expérimentations, les témoignages des victimes le contredisent. Les commissions d'enquête se succèdent et recueillent la parole de témoins de plus en plus nombreux, comme cette femme, Chris de Nicolas. Son père l'a mise entre les mains d'un médecin de la CIA réputé, le docteur Green, alors qu'elle avait 12 ans. Son but était de me manipuler et faire de moi un tueur professionnel. Le docteur Green avait mis des électrodes sur mon corps et aussi sur ma tête. Il utilisait une sorte de projecteur et répétait en boucle des ordres multiples pour les imprimer dans mon cerveau, tandis qu'une lampe rouge clignotait au-dessus de moi. Entre chaque séance, il utilisait des électrochocs et m'ordonnait de me laisser aller de plus en plus. Chaque ordre devait s'imprégner de plus en plus profondément dans mon cerveau et je devais faire ce qu'il m'ordonnait. Dr. Green voulut par la suite que je tue une poupée qui avait les traits d'un vrai enfant. Puis, c'est le tour de Claudia Mullen, enrôlée à l'âge de 7 ans. Je suis devenue un pion aux mains du gouvernement. Le but était de me soumettre et de créer l'espion idéal à l'aide de produits chimiques, d'irradiation, de drogue, de l'hypnose, de chocs électriques, de plongée dans des tubes remplis d'eau, de privation de sommeil, de lavage de cerveau, d'abus verbaux, physiques, émotionnels et sexuels. J'ai été exploitée pendant près de 30 ans de ma vie et la seule explication qu'on m'a donnée est que la fin justifie les moyens et que je servais ma patrie dans ses efforts valeureux pour lutter contre le communisme. Les rapports d'enquête qui résultent de ces témoignages terrifiants vont révéler une certitude. Les expériences ont viré au désastre. Dans sa quête folle d'un robot humain ou du sérum de vérité, la CIA a échoué. Le 3 octobre 1995, face à l'accumulation des révélations, le président Bill Clinton fait des excuses publiques. Des milliers d'expérimentations gouvernementales ont eu lieu dans les hôpitaux, les universités et sur les bases militaires un peu partout dans le pays. Dans de trop nombreux cas, aucun accord formel n'a été demandé. On a dissimulé à des Américains ce qu'ils subissaient, et bien au-delà des cobayes eux-mêmes, cette tromperie a dupé leur famille et toute la nation. Ces expérimentations sont restées secrètes, et elles ont été dissimulées non pour des raisons de sécurité, mais par crainte du scandale. Et ça, c'est anormal. Donc aujourd'hui, au nom d'une nouvelle génération de leaders et de citoyens américains, les États-Unis d'Amérique présentent leurs excuses sincères aux citoyens qui ont été victimes de ces expérimentations, ainsi qu'à leurs familles et à leurs proches. Dès lors, un grand nombre d'archives secrètes va tomber dans le domaine public. Des chercheurs vont s'intéresser à cette période trouble, et notamment Hank Calbarelli. Celui-ci travaille sur la mort suspecte de Frank Olson, le biochimiste qui officiait au sein de la CIA. Dès 1951, l'année du drame de Pont-Saint-Esprit, Frank Olson met en doute l'éthique des expérimentations qu'il réalise et en devient dépressif. En novembre 1953, la CIA met à son insu du LSD dans son verre. 9 jours plus tard, il se défenestre du 13e étage d'un hôtel de New York. Meurtre ou suicide, on ne saura jamais. Lors de son enquête, Hank Calbarelli tombe sur ce document surprenant. Il provient de la Maison-Blanche et relie étrangement le nom de Frank Olson à Pont-Saint-Esprit. Pourquoi donc, en pleine guerre de Corée, la Maison-Blanche s'intéresse-t-elle à ce petit village français ?
Mieux encore, Hank tombe aussi sur une étude réalisée par la CIA sur le LSD. Le document lui-même était une étude de travail qui traitait spécifiquement du LSD. Il ne parlait absolument pas de l'ergot. Il y avait une sorte de chapitre qui parlait du drame de Pont-Saint-Esprit, et les 2 premiers paragraphes de ce texte décrivaient essentiellement ce qu'on savait déjà tous sur les événements qui se sont déroulés dans le village. Mais le reste de ce chapitre, la moitié inférieure de cette page et les 2 pages qui suivaient étaient illisibles, totalement barbouillés de noir. Mais surtout, il y a ce document accablant de la CIA. Il date de 1953 et a été sans doute déclassifié par erreur. Un dirigeant des laboratoires Sandoz affirme à un agent secret que l'opération de Pont-Saint-Esprit était bien due au LSD. Les laboratoires Sandoz, c'est là où travaille Albert Hofmann, l'homme qui a découvert le LSD. Celui-là même qui avait rendu la drogue responsable de la tragédie de Pont-Saint-Esprit, avant de se rétracter. Quand j'ai vu ce document qui détaillait le rendez-vous entre la CIA et un cadre haut placé de Sandoz, un type important qui n'était pas Hofmann mais que je n'ai toujours pas réussi à identifier, c'est devenu plus qu'évident pour moi que Sandoz avait pris part à cette expérimentation. Ils ont sans doute fourni la drogue aux services opérationnels qui ont agi au nom de l'armée américaine basée à Fort Detrick, et ils étaient parfaitement au courant de ce qui s'était passé à Pont-Saint-Esprit. Ce même document précise qu'en 1952, l'interlocuteur de la CIA avait déjà expliqué que le drame du pain maudit avait été provoqué par du LSD. Les autorités françaises ont-elles tenté d'étouffer l'affaire? Plusieurs années après le drame, un responsable de l'association des victimes s'étonnait du manque d'entrain des enquêteurs. J'aurais dû recevoir au moins une fois la visite d'un inspecteur. Or, jamais je n'ai reçu la visite d'un policier. Et aucune des victimes de l'intoxication ne peut prouver aujourd'hui qu'elle a reçu la visite d'un inspecteur de la PJ. Les parents d'une des principales victimes, un jeune homme de 24 ans, M. Moulin, ont demandé au juge d'instruction d'effectuer des prélèvements de viscères sur le corps de leur fils et ils n'ont pas obtenu de satisfaction. Pourquoi? Le juge d'instruction leur a répondu les prélèvements de viscères ont déjà été effectués sur le corps de M. Muson, la première victime. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Ce qui était faux, puisque nous ne savons pas 10 ans après à quoi nous en tenir aujourd'hui. Les Français auraient-ils quelque chose à cacher? Nous avons interrogé d'anciens membres des services secrets, enquêté aux archives nationales et départementales, dans celles de la gendarmerie ou de la justice. Les dossiers sont peu fournis, et bon nombre des pièces importantes, comme les comptes rendus des principaux procès, ont disparu. Si l'Amérique a dévoilé à contre-cœur une partie de ses secrets dans sa participation à l'empoisonnement du village, les incertitudes sur l'implication des autorités françaises risquent donc de persister encore quelques années. Il faut 75 ans avant que les documents les plus sensibles soient rendus publics. Enfoui dans les ruelles et les vieilles pierres, le drame de Pont-Saint-Esprit n'a pas encore révélé tous ses secrets.